I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream. Bonjour Sydney, je suis très heureux que tu acceptes de faire la toute première émission de African Dream. Dans l'univers du foot, on ne te présente plus. Tu as été un des piliers de l'Olympique Lyonnais durant les belles années. International avec 49 ou 50 sélections, il me semble, en équipe de France. Finaliste de la Coupe du Monde en 2006, etc., etc. Tu as aujourd'hui 44 ans. Peux-tu nous raconter tes débuts, en fait ? Mes débuts, alors mes débuts, oui, un peu comme tout le monde. J'ai joué au foot très jeune, à 6 ans, je crois, en débutant. J'ai évolué au Puy-en-Velay, non, à Brive-Charensac exactement, jusqu'à l'âge de mes 17 ans, mais sans avoir de pensée à faire du football professionnel. Donc une vie normale, d'un gamin normal de la campagne. Et à 17 ans, après mon bac, il a fallu faire un choix. J'ai eu l'opportunité de venir à Lyon. Et après, tout s'est enclenché très vite. J'ai signé à Lyon en 18 exactement. Et 2 ans après, je faisais mon premier match avec les professionnels. 4 ans après, j'étais en équipe de France. Et après, l'évolution, jusqu'à la fin de ma carrière, à 30 ans, je suis parti de Lyon. J'ai signé 2 ans au Panathinaikos. Et j'ai fini par 2 ans à Évian, Thonon-Gaillard. L'OL, ça a été vraiment la grosse expérience de ta vie. Les années que tu as passées à l'OL ont été incroyables dans l'histoire du club. Avec le recul, tu en dirais quoi ? L'Olympique Lyonnais, la Champions League, tout ce que tu as vécu ? C'est bizarre, c'est compliqué de le réaliser. C'était un rêve éveillé en fait. Même si je n'ai pas forcément rêvé de tout ça, je ne peux pas être subi, mais j'ai vécu les choses très tranquillement, très coulant. Faire des gros matchs de Ligue des Champions, être champion de France. C'était la première pour l'Olympique Lyonnais. Gagner 7 titres consécutifs de champion de France, ça n'a jamais été fait. Alors, il y a des joueurs qui en ont gagné 9, je crois, les Parisiens, mais 7 consécutifs, ça n'a jamais été fait. Donc oui, Lyon, c'est une grande partie de ma vie, de jeune adulte jusqu'à l'âge adulte en plus. Mes enfants sont nés à Lyon, donc il y a aussi une progression dans la vie. Il y a le sport, oui, mais voilà, je dis souvent, je suis du Puy-en-Velay adopté lyonnais. Mais je tiens à dire que je suis quand même du Puy-en-Velay, parce que c'est là où j'ai grandi. Et une fois, je m'étais fait une réflexion, j'avais passé plus de temps à Lyon qu'au Puy. Je me dis, bon, peut-être maintenant, je peux me considérer comme lyonnais. C'est quand tu faisais la route avec ta 205 La 205 SR post-cassette avec du zouk, exactement. Mais pour rester sur cette période-là où tu as joué quand même avec les plus grands à Lyon, bon, avec Sonny Anderson évidemment, mais il y a eu toute la bande avec Essien, avec Malouda, enfin je veux dire, ça a été dingue. À cette époque-là, vous auriez pu être champion d'Europe, vous auriez pu gagner une Champions League au moins 1 ou 2 années. Ah, oui, on avait le potentiel pour la gagner, on avait l'équipe, les joueurs pour la gagner, mais comme je dis souvent, la Champions League, il n'y a que 3-4 équipes en Europe qui peuvent prétendre au départ à vouloir la gagner. Tout le reste, on est outsider. Il faut arrêter de mentir. Peut-être qu'on est passé pas loin, mais on ne le saura jamais parce qu'on ne l'a pas gagné. Donc, oui. Moi, je considère que tu dois gagner, soit tu gagnes, soit tu ne gagnes pas. Et il n'y a pas de on aurait dû, on aurait pu. Non, on n'a pas gagné, c'est qu'on ne devait pas la gagner. Bon, en tous les cas, ça a été un parcours incroyable. Et puis après, enfin, il y a eu aussi, pendant tout ton parcours, il y a eu l'équipe de France. Une expérience un peu mitigée, peut-être, pour toi en équipe de France. Non, ça a toujours été bizarre, même si je l'ai plutôt bien vécu. J'ai toujours été en sélection de façon régulière pendant une dizaine d'années. Pas toujours titulaire, loin de là, même plus souvent remplaçant que titulaire. Mais j'ai vécu des belles campagnes. J'ai vécu l'Euro au Portugal, j'ai vécu la Coupe du Monde en Allemagne. Alors ça s'est mal fini à Niesna en Afrique du Sud. Ça restera une histoire différente. Voilà, on a marqué l'histoire du football, mais de façon négative à ce moment-là. Et des fois, je me dis, c'est pas plus mal. Comme ça a permis à l'équipe de France d'être champion du monde après, parce qu'il a fallu changer certaines choses dans l'équipe de France.
Et c'est ce qui a fait que les nouveaux arrivants ont on a une autre image de l'équipe de France, une autre appréhension. Les joueurs qui arrivaient en équipe de France n'étaient plus mis au-dessus. Il y avait une vraie hiérarchie, ce qu'il n'y avait pas forcément à mon époque. Je pense que ça a participé quelque part à la réussite de l'équipe de France moderne. Ah ouais, tu vois ça comme ça, toi? Ouais. D'accord. Oui, je pense que je ne suis pas dans le faux. Parce qu'en équipe de France à l'époque, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un président qui est présent, un entraîneur qui est manager. C'est bien hiérarchisé. Les joueurs, c'est plus un devoir d'aller en équipe de France, alors que nous, on le prenait comme étant voilà, une espèce de récompense. Alors En qu'aujourd'hui, fait, c'est un devoir. En fait, tu es en train de me dire qu'ils ont tiré les leçons de tout ça, vraiment. Ah bah oui, de temps en temps, on ne tire pas les leçons de ce qui se passe mal. Là, pour le coup, ils ont tiré des bonnes leçons. Et il y a une vraie charte qui a été écrite. Tu viens en équipe de France, c'est un devoir. Ce qui est totalement différent que c'est une récompense. D'accord. Bah, écoute, apparemment, Domenech ne s'en remet toujours pas. Hein, parce que, j'ai l'impression, parce que je pense à sa dernière déclaration où il est en photo avec Aimé Jacquet et où il a écrit « Une tête nous sépare ». Tu as vu cette photo? Oui, je l'ai vu. Et tu as eu quel rapport avec lui, toi? Et avec le recul, tu vois ces deux Coupes du Monde comment, réellement, toi qui étais à l'intérieur? Moi, avec Raymond, Domenech, j'ai toujours eu des bons rapports. Mais un peu comme avec tous mes entraîneurs, en fait. Je ne suis pas quelqu'un de conflictuel, donc je suis assez cool dans ma vie. Je suis assez droit, je suis même très droit. Après, c'est vrai que je suis un franc-parler qui, quelquefois, m'a eu quelques accrochages avec mes entraîneurs. Mais s'accrocher avec les gens, moi, c'est pas dérangeant. On peut se dire, on peut ne pas être d'accord, se le dire, c'est très bien. Tant que ça permet d'évoluer par la suite, ça m'a jamais dérangé. Donc avec Raymond, on avait finalement peu de rapports directs, beaucoup de rapports indirects. Et après, il m'a toujours dit, de toute façon, j'avais pas besoin de te parler, je comprenais ce que tu pensais, tu comprenais ce que je voulais. Donc je n'avais pas besoin d'aller vers toi pour t'expliquer la vie, parce que je pense que tu la comprenais aussi. Mais toi, tu t'en es remis de 2006. C'est dur de dire, comment tu peux te remettre d'une finale de coupe. Non, je pense que tu peux pas te remettre d'une finale perdue. C'est intéressant ce que Tu vis avec, mais tu peux pas te remettre d'avoir perdu une finale de Coupe du Monde. Parce qu'il y a des fois, il y a des images qui me restent, d'aller à l'échauffement, passer devant la coupe qui est au milieu. T'as envie de tout oublier, mais il y a des choses qui te restent. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est que c'est de la campagne qu'on a vécue, elle est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment le terme de groupe, on vit ensemble, on meurt ensemble, là, voilà, ça avait un vrai sens. Autant dans le sport ou dans la vie, il y a beaucoup de paroles en l'air. Et là, c'est vraiment un sens collectif. On était vraiment un gros collectif. Et ce truc, tout le monde pense que s'il n'y avait pas eu cette affaire avec Zidane et son fameux coup de tête, on aurait gagné. Est-ce que toi, tu limites ça? Tu penses aussi ça aujourd'hui encore? C'est très compliqué à dire. Est-ce qu'un expulsé fait que tu joues moins bien? Parce que finalement, les gens ont oublié. Ils voient, on a perdu, coup de boule de Zidane, ça entraîne la défaite de l'équipe de France. Déjà, on perd au pénalty. Le pénalty, c'est une espèce de loterie. Et derrière, quand on regarde, quand on se souvient bien du match, on a des occasions à 10 contre 11, des Italiens, on les étouffe. Ils sont au bord de la rupture. Je suis d'accord. Et c'est sans Zizou. Même si avant, il nous a permis de faire le 1-1, mais sans lui, on est quasiment meilleur. Si je dois parler de façon purement footballistique, je pense que la sortie de Pat Vieira, alors c'est pas bien pour Alou Diarra qui rentre à sa place, qui fait aussi un bon match, mais je pense que la sortie de Patrick Vieira nous pénalise beaucoup plus que le coup de boule de Zizou. Mais c'est vrai que tu fais bien de rappeler en plus que finalement on perd au tir au but. Hein. Oui, c'est tir au but, c'est la loterie. Ouais. Les prolongations, je me rappelle, les Italiens, ils étaient au bout, il y en a qui avaient des crampes. Et nous, physiquement, on était plutôt pas mal. Mais, pour parler que du foot, je pense que Pat Vieira, qui était. Alors, tout le monde se rappelle de la Coupe du Monde de Zizou. Moi, je pense que l'un des meilleurs, c'est Pat. Et je ne sais même pas si Pat n'est pas meilleur que Zizou sur la Coupe du Monde. Ouais, tu penses ça. Footballistiquement parlant, Ouais. je pense que Pat, c'est plus consistant et il est énorme. Les gens. On zappe parce que Zizou a fait des beaux gestes contre le Brésil, etc. Mais Pat, quand tu connais le ballon sur la Coupe du Monde, il est énorme. Ah, mais c'est pour ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que maintenant on a le recul en plus, donc on peut en parler tranquillement. Oui, mais le recul, les gens ne vont pas regarder le match. Ouais. Les gars vont pas se refaire la Coupe du Monde en entier. Les gens, ils ont aujourd'hui que des images. Brésil, Zizou qui fait des sombreros, etc. Le but contre l'Espagne. En fait, c'est que des flashs. Mais moi qui l'ai vécu de l'intérieur, Pat, il est stratosphérique. C'est un monstre. Et quand il sort blessé en première mi-temps, je pense que ça, même si Alou a bien joué derrière, mais Alou n'avait pas le niveau de Pat. Il faut être réaliste aussi. Et pour toi, ça a plus joué que l'expulsion de Zizou au... Moi, oui. D'accord. Parlant de foot pur et dur, oui. Ouais, je suis hyper content, on n'avait jamais parlé de ça. Ça me fait plaisir. Dis-moi, on va revenir à l'OL. L'OL aujourd'hui,
Quelle est ton analyse de la situation? Mais je suis obligé de te poser la question, Sidney, Oui, parce non, que mais tu es vraiment attaché à Lyon, donc si tu veux, voilà. oui, ça restera mon club, ma ville, etc. Mais aujourd'hui, j'ai une vision très détachée du foot. Alors j'ai toujours été détaché du monde du foot. Je sais très bien que ce que ça reste une organisation, ça reste des échanges de pouvoir, etc. Tout ce qu'on veut. Et encore plus aujourd'hui, quand on voit que les clubs sont souvent rachetés par des gens extérieurs, par des fonds d'investissement. Je ne juge pas ça, mais je constate. Et ça me détache beaucoup du monde du foot. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Lyon, je ne veux pas l'imputer aux actionnaires actuels, parce que je pense que les mots lyonnais sont bien avant, on date de 4-5 ans, où sous l'ère Jean-Michel Aulas, il s'est passé certaines choses. On a trop laissé faire les choses en pensant que tout était dû et qu'il ne fallait rien aller chercher. Et je dis souvent, le football, il appartient à tout le monde, mais aux gens qui connaissent quand même. C'est quand même l'un des rares sports actuels où les dirigeants ne sont pas du monde du foot, de leur sport. J'ai regardé par curiosité, dans le tennis, dans le hand, dans le rugby, il y a toujours une forte connotation du sport, identité. Dans le foot aujourd'hui, quand on regarde les gens qui sont dans l'organigramme de l'Olympique Lyonnais, et pas que depuis Textor, eh ben, il y en a beaucoup qui ne viennent pas du monde du foot. C'est dingue. Hein. Et ça ne choque personne, mais moi, ça me choque. Je ne suis pas médecin, donc je n'irai pas expliquer à un médecin comment il faut opérer. S'il me parle, je l'écoute. Même s'il peut se tromper, je vais quand même l'écouter en priorité. Donc, en fait, ton analyse sur l'OL, quand même, c'est Elle est que plus longue. déjà, il y avait un malaise Ouais. déjà depuis un moment, Ouais. mais en plus, c'est des gens extérieurs au foot qui arrivent, et du coup, en fait, ça enfonce le clou, quoi. Ouais, c'est que le malaise, ça veut dire des gens qui n'étaient pas forcément du milieu du foot, mais en tout cas qui étaient peut-être lyonnais, qui habitaient ici, qui habitaient en France. Maintenant, on a des étrangers qui viennent de notre schéma sportif, qui viennent acheter des clubs avec des fonds d'investissement que tu ne sais pas qui a mis l'argent. C'est pas leur argent propre, ils managent l'argent. Et ils mettent des gens en place qui ne sont pas du milieu et pas d'ici. Ouais, ça devient compliqué. Donc je me dis, oui, ça peut marcher. tu Mais vois, j'y crois pas. tu vois toujours le Jean-Michel Aulas, le président? Non, on s'est croisés à plusieurs Ouais. reprises pour des événements différents, mais j'ai toujours eu des bons rapports avec le président. Comme je dis, je n'ai pas toujours été d'accord avec ce qu'il a pu dire ou faire, Ouais, on il le sait. sait. Mais voilà, c'est quelqu'un que c'est quelqu'un d'extraordinaire, il faut dire la vérité. Ce Ah qu'il bah. a fait, c'est extraordinaire. Faut pas. On Qu'on s'en aime a- ou on n'aime pas. On s'en aperçoit là. Oui, qu'on aime ou on n'aime pas, voilà. Ce qu'il a fait, c'est magnifique. Ouais, mais c'est bien. Mais je pense que c'est réciproque. Hein. Il y avait vraiment une belle Ouais. symbiose entre les joueurs et le président Exactement. à l'époque. Hein. Nous sommes sur une émission de production africaine, comme je te l'expliquais. Et ça m'amène cette question-là. Que penses-tu du foot africain? Quelle est ton analyse sur les années à venir, son évolution? J'aimerais bien avoir ton avis, toi, en tant que footballeur français, quoi. Alors, si je parle de façon globale, c'est-à-dire je vais surtout parler des fédérations, Ouais. du niveau international, pardon, je pense qu'il y a une grosse évolution du football africain. C'est plutôt bien parti dans le bon sens, mais on est encore victime de certains a priori extérieurs, déjà d'une part, et même d'eux-mêmes. Ça veut dire que pour être bon, il faut se dire on est bon. Pour être le meilleur, il faut se dire je suis le meilleur. Je suis d'accord. Et je pense qu'à un moment donné, c'est une mentalité différente et de toujours vouloir copier l'extérieur, c'est un frein. À un moment donné, il faut assumer ce que tu es, être différent, c'est pas dérangeant, on peut être différent et bien faire. Et je pense qu'au niveau international, et c'est de moins en moins vrai, je ne veux pas entrer dans des débats hyper politiques, mais j'aime beaucoup quand les sélections africaines ont des sélectionneurs qui viennent du pays. Je trouve que c'est important. Et ce qui n'a pas été le cas pendant de nombreuses années, parce qu'on a toujours pensé que le technicien français était meilleur qu'eux. Non, il est différent. L'Africain est différent et qu'il soit managé par quelqu'un qui le connaisse bien, c'est pas. Les compétences sont partout. Et il faut accepter qu'on soit différent, que l'Afrique est un pays différent, que l'Asie est différente, que tout est différent. Mais se valoriser, c'est déjà la première phase pour la réussite. Mais tu vois, aujourd'hui, le mouvement un peu panafricain, comme on appelle Ouais. panafricanisme, aide un peu à ça. J'ai l'impression que de plus en plus, il y a quand même des gens, des locaux qui Il y a une montent. prise de conscience d'une nouvelle génération, peut-être qui a peut-être étudié à l'étranger et finalement qui revient dans leur propre pays, qui emmène de la compétence externe et qui se disent ouais mais en fait j'ai vécu des choses là-bas que je peux totalement vivre ici et que les gens d'ici ont le droit de le vivre aussi. Donc c'est aussi cette forme de développement et je pense que c'est pour ça que le foot africain se développe au niveau international parce qu'il y a cette prise de conscience là. Après, dans la refonte totale,
c'est les championnats, ça devient plus compliqué. Ouais. Il y a quelques aberrations quand même. Mais aujourd'hui, sur toute l'Afrique, en gros, tu sortirais, tu aurais 2, 3 pays à sortir vraiment qui te marquent, où tu penses que vraiment le football a. Je pense que le Sénégal est capable de faire de belles choses. L'Algérie, le Maroc, ça reste quand même des belles nations de football. Ouais. Alors, en Afrique du Sud, tout ce qui est c'est un peu moins bon. L'Afrique centrale, vraiment, il y a encore pas mal de retard. Mais je pense qu'il y a la prochaine Coupe du Monde qui va ouvrir à plus d'équipes peut créer plus de surprises. Et le football africain peut en faire partie. Ouais, et ben moi je pense ça aussi. On parlait de l'Afrique. Tes parents, eux, sont originaires du Bénin, Ouais. je me trompe pas. Ça a été quoi leur parcours? Comment ils sont arrivés en France, eux? C'est mon père qui faisait du foot à l'époque au Bénin et qui a été recruté par Alors un de ses amis avec qui il avait joué était venu déjà au Puy-en-Velay et finalement mon père a été recruté au Puy pour jouer en 4e division et ma mère a suivi et je suis né. C'est un cheminement assez logique, même si après il a fait le Puy, il a joué à Bonn pendant 2 saisons et puis il faut en revenir au Puy. Il s'est installé au Puy parce qu'il avait fait des études et à un moment de sa vie où il y avait le choix entre embrasser une carrière de football professionnel, dont Lyon, qui l'avait sondé, qui le voulait à l'époque, C'est dingue. et de travailler en étant à l'hôpital en tant que laborantin. Et c'est pas le foot d'aujourd'hui, donc il a fait le choix de la sécurité. Ouais, faire vivre sa famille. Ouais. Mais je comprends tout à fait ça. Et du coup, toi, en tant que Français né en France, tu es un pur Français, Ouais. tu es un pur produit français. Quel lien tu entretiens encore avec l'Afrique? Un petit peu quand même ou Oui, beaucoup. Ouais. Plus je vieillis, plus il y a des liens Oui. forts. C'est l'histoire de la vie, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu te fais pas trop attention à tout ça. Et finalement, tu arrives à 18 ans et tu te poses des questions. Tes parents y répondent, mais tu n'as pas toutes les réponses, parce que mes parents ont tout envie qu'on soit vraiment intégrés, donc plus nous protéger de ce qui se passait en Afrique, même si j'avais déjà été en vacances. Et après, tu as envie de découvrir les choses par toi-même, tu te fais des amis qui viennent du même continent, tu vois que tu as grandi de la même manière, donc tu te dis, bon, ça veut dire qu'on a des attaches un peu communes, ben, c'est l'Afrique, donc tu y vas. Et moi, j'y vais beaucoup, beaucoup plus régulièrement. Après, il y a ma carrière qui a fait que je ne pouvais pas y aller souvent, Ouais. mais depuis que j'ai arrêté ma carrière, régulièrement. J'essaie d'œuvrer à mon petit niveau sur des trucs humanitaires. J'aimerais œuvrer au niveau sportif, dans le football, mais c'est compliqué. Ouais, c'est vrai, bah oui. Mais quand tu vas en Afrique, tu vas où? Au Bénin, à Cotonou. Au Bénin, à Cotonou, Ouais, à ouais. Cotonou. J'ai à Cotonou, on a encore une maison là-bas, donc ouais. Ouais, Cotonou, c'est dans le quartier, vraiment dans le quartier, à Papa. C'est vraiment le quartier. Non, mais c'est bien, c'est chouette. Écoute, pour la dernière question, j'aimerais savoir, lorsqu'on a été à ton niveau professionnel, comment as-tu vécu la retraite en tant qu'ancien joueur? Je pense que j'ai eu de la chance. Je pense que j'ai pas eu cette notion de vide. J'en parle pas mal avec des anciens joueurs. Et il me dit, ouais, tu sais, quand tu es rythmé, tu sais à quelle heure tu dois être à tel endroit, qu'on te porte ton sac, tu dois faire telle chose à tel endroit. Et en fait, tu es un peu déconnecté de la réalité. Et quand ça s'arrête, tu es content parce que tu te dis, oh, je vais pouvoir partir en vacances, je vais pouvoir machin. Mais en fait, tu as tellement été imprégné par ce rythme de vie que tu as du vide. Et on n'est pas formé à l'après. Et je le dis, je le répète encore actuellement, et c'est bien, c'est bien, entre guillemets, l'actualité me donne raison. Il va falloir se pencher assez rapidement sur la dépression des sportifs de haut niveau. Tu parles de dépression carrément? Oui, c'est une dépression. T'as eu des cas autour de toi? Moi, non, parce que j'ai enchaîné très Non, rapidement. mais t'as vu des cas autour de toi déjà? Oui, mais le mot dépression, ça fait... Tu sais, quand tu fais un sport comme ça, on croit que t'es costaud, qu'il peut rien t'arriver. Mais quand tu parles de dépression, les gens ne veulent pas le dire. Mais je pense que ça va devenir un vrai sujet d'actualité. Il va falloir se pencher très vite sur la situation avant qu'il y ait des cas sévères. Et quand tu finis ta carrière et que le mec prenne 20-30 kilos, c'est pas logique. Oui, peut-être qu'il n'a pas mangé pendant toute ta carrière, ce qui est machin, mais il y a un côté où tu as été habitué à faire des efforts, du jour au lendemain, tu n'en fais plus et tu ne veux plus en faire. Ouais. Moi, je ne suis pas psychologue ni rien, mais quand je vois l'évolution de certains après leur carrière, moi, je peux le dire, c'est pour moi dans la dépression. Il ne faut pas Ouais. faut pas un chat.
Moi, pour cette partie-là, j'ai eu de la chance parce que j'ai enchaîné directement, même si je sors sur blessure. Finalement, j'enchaîne dans les médias, je n'étais pas prévu pour faire ça. Et aujourd'hui, je suis encore dedans, donc ça me plaît. Après, j'avais un rapport au sport aussi particulier parce que je suis arrivé tard. C'est ce que j'allais dire. Il y a aussi une histoire de caractère aussi. Oui, dans tout moi ça. je suis arrivé plus tard dans le métier, donc j'ai pas eu cette formation qui est pour moi déstructurelle quand tu l'as à partir de 13 ans dans un centre de formation loin de ta famille, dans un cadre qu'aujourd'hui est un peu plus réglementé. Avant, je me dis, comment un gamin qui habite à Lille ou à Paris par exemple se retrouve au centre de formation à Monaco pendant 5 ans. Déjà, à côté de chez lui, c'est compliqué, mais la vie entre Paris et Monaco, c'est pas la même. Ou un mec de Lens. Ouais. Et je pense que ça, à mon époque, on ne faisait pas attention à ça. Aujourd'hui, les clubs font attention de recruter beaucoup plus localement pour éviter ce décalage de vie. Et tu ne peux pas être pas impacté de partir à 13 ans de chez toi, dans un centre de formation, Déjà, tu commences ton métier, on te met ça dans la tête, c'est ton futur, c'est ça. Ton futur, c'est ça. Tu joues avec des gens qui finalement tu vas devoir éliminer, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a très peu d'élus. De la même manière, je pense qu'on devrait plus se pencher sur ceux qui ne réussissent pas. Ouais. Ceux qui réussissent, c'est marrant, tu vois, on te voit à la télé, on voit que tu es content, tout roule, entre guillemets. Mais ceux qui ne réussissent pas, je trouve aussi que ça doit être. Les centres de formation doivent mieux s'occuper de l'échec plutôt que de la réussite. C'est très intéressant ce que tu dis. Hein. Je trouve que c'est un axe auquel il faut On vraiment en penser. On n'en parle On jamais. n'en parle jamais. Hein. C'est ouais. Parce qu'on aime bien voir les gens qui gagnent, quoi. Et les gens Ouais. qui perdent. Oui, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Oui, peut-être. Mais qu'est-ce qu'il devient après? Moi, j'ai des potes à moi où c'était une grosse galère, qui ont mis plus de 10 ans, 10-15 ans à accepter le fait de ne pas être gardé au centre de formation. Ouais. C'est dur. Hein. C'est long. Et à un âge où tu dois rentrer dans la vie active. Ouais. Donc, il faut que c'est Non, mais long. ça devient compliqué Ouais. du coup. Ouais. Eh ben écoute, Sidney, il y aura 2-3 bruits dans l'interview, mais c'est bien parce qu'on est dans un restaurant. Ouais, Donc bah, ça fait, non, mais ça fait vrai. Ça fait Ouais, ambiance, c'est très bien. Je voulais te remercier vraiment. Merci beaucoup, Sidney, d'avoir fait la première d'African Dream, parce que du coup, ce sera la première. Et tu sais qu'ici, nous te portons toujours dans nos cœurs. Parce qu'ici, nous sommes à Lyon. On a fait cette interview à Lyon. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui représente la ville au niveau du football et puis de la bonne humeur et de l'intelligence, c'est bien toi. Et je te l'ai jamais dit, mais là, je te le dis. Merci beaucoup, Sidney. de rien, merci. Un plaisir. À très vite. I have a dream